Le journaliste et analyste politique Paul Wells publie Justin Trudeau on the Ropes chez Sutherland House. Le livre est d'ailleurs sur les rayons des librairies depuis aujourd'hui. Alors, ce qu'il raconte, c'est tout ce qui a mené à ce qu'on pourrait, si on était sévère, si on pourrait appeler un peu la dérive du Parti libéral sous Justin Trudeau. Pourquoi le parti, son chef, sont-ils devenus aussi impopulaires? Est-ce que les critiques qui leur sont adressées sont justifiées? On va parler de tout ça. Bonjour, Paul. Bonjour. D'abord, ce livre, ça s'appelle Justin Trudeau on the Ropes. On pourrait traduire par Dans les câbles. Et c'est pas pour rien cette analogie, cette métaphore avec le monde de la boxe. Vous en parlez d'ailleurs dès le début du livre de ce fameux match de boxe au début, ce qui a un peu amené Justin Trudeau à sa réflexion d'en arriver à la tête du parti. Oui, justement, si le livre a pour titre Justin Trudeau dans les câbles, il faut se souvenir qu'il aime ça, être près de la défaite, pris pour perdant par la plupart des observateurs. Il est confortable dans ce contexte-là parce que dans sa tête, c'est normalement juste avant qu'il se rallie pour gagner. C'est ce qu'il a fait dans le match de boxe contre Pat Brazeau il y a 12 ans. Et il le mentionne souvent à ses proches comme une métaphore pour ses luttes politiques. Oui. Alors, c'est un peu là où il est en ce moment, un peu dans les câbles, on peut dire ça. Oui, à peu près. Alors, vous racontez dans ce livre, d'emblée, dès le début, donc tout ce qui a mené à son arrivée à la tête du parti et les choix de leaders pour le parti qui n'ont pas porté fruit. Vous faites état évidemment de Stéphane Dion, Michael Ignatieff, vous revenez sur cette époque-là. Ça nous amène à nous demander, est-ce que Justin Trudeau était le meilleur choix pour le Parti libéral? Presque le seul choix. Je me souviens, c'est moi qui l'ai interviewé quelques semaines à peine après le match de boxe, quand j'étais à la magazine Maclean's, pour suggérer qu'il ferait un bon chef du Parti libéral du Canada. À l'époque, ça me semblait une suggestion assez audacieuse. Et je me souviens, l'expression de quelques députés libéraux lorsqu'ils sont mis à penser à l'idée que Trudeau ferait peut-être un bon chef. Le parti venait de vivre la pire décennie de son existence. 3 élections catastrophiques. Crève-cœur. Chacun pire que la précédente. Et il y avait des journalistes chevronnés, donc Peter C. Newman, qui avait écrit un livre à ce sujet, qui présumait la mort du Parti libéral du Canada. Alors, lui arrive, tout le monde le connaît. Il est jeune, il a l'air frais, et il a emporté une victoire assez impressionnante. Mais pas avant que certains commencent à, encore une fois, écrire sa nécrologie politique. Tout à fait. Et vous avez donc, notamment dans ce livre, vous avez le don de, comme dit l'expression populaire, mettre le doigt sur le bobo. Vous expliquez notamment comment ce parti qui a, il faut le rappeler, dirigé les destinées du pays pendant si longtemps, a lui-même couru à sa perte. Vous donnez des exemples. Alors, dans l'ère post-chrétien, il a procédé, ce parti, à des congédiements, vous appelez ça des purges, dans son personnel, des vagues de congédiements, ce qui fait qu'il a presque effacé sa mémoire institutionnelle. Alors, quel est l'impact, ça, sur un parti? C'est un parti qui, lorsqu'il a la chance de revenir au pouvoir, arrive au pouvoir avec 4 députés sur 5 qui n'ont jamais été députés, qui ne savent pas où sont les salles de bain au Parlement, qui ne savent pas où se trouve le président dans la Chambre des communes, et donc doivent être suivis de près par les gens autour du Premier ministre. Donc, on parle d'une centralisation du pouvoir. C'est en quelque sorte un effet du fait qu'il y avait très peu de vétérans politiques dans son caucus en 2015. Et il y a plusieurs autres effets, mais c'en est un qui est important. Oui, alors d'où une certaine naïveté, une impression de naïveté peut-être pour le public. Autre exemple qui donne une impression de naïveté, la plateforme du parti, les promesses du parti. Vous expliquez qu'elles étaient beaucoup trop ambitieuses, beaucoup trop nombreuses. Alors, avec comme résultat que c'était impossible pour les députés, ne serait-ce qu'à cause d'une question de temps, de toutes les réaliser. Et ça donne au public vraiment l'impression que ce parti est incapable de répondre aux attentes du public. Et c'est une impression qui reste, ça.
C'est un peu comme aller acheter son épicerie alors qu'on a faim. Lui est arrivé à sa première campagne comme chef du Parti libéral et tout le monde disait que c'est pas un intellectuel, c'est pas un penseur de la politique, c'est un gars sans idées. Il a dit ce sera très facile de montrer qu'on a des idées, on en aura en masse. Et donc, il est arrivé avec une plateforme qui n'était pas capable de livrer par après. Mm-hmm. Par ailleurs, c'était une plateforme très centriste. Il fustigeait Stephen Harper d'avoir livré 8 budgets déficitaires de suite. Donc, pour lui, il fallait éviter des déficits budgétaires. Il parlait très peu de ses plans sur le climat. Il parlait essentiellement de la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour y accéder. Oui. Et donc, le virage plutôt à gauche qu'il a entrepris par après a surpris et déçu plusieurs soutiens naturels du Parti libéral. Mais autre problème, et peut-être plus grave, vous me direz, vous revenez évidemment sur les premières années de pouvoir, les scandales, les départs, notamment Jody Wilson-Raybould. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a dans le parti un tel besoin de consensus que finalement, ça laisse plus beaucoup de place à la critique. Et ça, c'est toujours dangereux. Oui, en anglais, on appelle ça groupthink. Normalement, c'est quelque chose qui guette des équipes qui sont soudées depuis beaucoup plus longtemps. Mm-hmm. Mais ils ont vite appris le groupthink et ils l'ont vite appliqué. Et donc, non seulement Jody Wilson-Raybould, Jane Philpott, mais des gens aussi peu agaçants que Scott Bryson, Bill Morneau plus tard, Catherine McKenna, qui était un pur et dur de trudeauisme, mais n'ont pas pu trouver leur place dans l'équipe et ont décidé eux-mêmes et elles-mêmes de s'en aller. C'est pour ça que j'ai écrit assez tôt que non seulement que Justin Trudeau n'est pas doué pour s'entourer de grands talents, il a trouvé un talent pour les chasser, ce qui est surprenant. Par contre, et ça vous l'expliquez aussi, il faut dire que les dernières années n'ont pas été difficiles, n'ont pas été faciles. Il y a eu des guerres, il y a eu la pandémie, on assiste à un certain cynisme de la population, bon, etc., désinformation, j'en passe. Est-ce que, par exemple, le Parti conservateur aurait fait mieux? C'est une bonne question. Et sur un dossier spécifique, les relations avec l'ancien président Donald Trump, je me demande souvent ce que Stephen Harper aurait fait s'il avait pu rester. Si Stephen Harper était premier ministre du Canada et Donald Trump président des États-Unis, je ne suis pas certain que ça aurait mieux été parce que les soutiens, les électeurs du Parti conservateur du Canada aiment plutôt Donald Trump. Donc, Stephen Harper aurait été un peu déchiré entre la majorité des Canadiens et la majorité des conservateurs. Ça aurait été très difficile. Et c'est pour ça que je fais état justement du contexte mondial, parce que c'est un livre au sujet de Justin Trudeau, mais ce n'est pas un livre qui s'obsède de Justin Trudeau. C'est vraiment un gars dans un contexte qui, oui, était très difficile. Dans un contexte et dans un parti. Ouais. Alors, je vous rappelle le titre, Justin Trudeau, On the Ropes, dans les câbles. Très court, on pourrait qualifier de ça de plaquette, si vous voulez, 95 pages. C'est voulu, ce format? Oui, tout à fait. Je n'avais pas 102 pages, j'avais 100 pages maximum. Et j'aime assez ce format. Mais ça se lit comme un roman. Vous avez une plume extraordinaire. C'est magnifique. Merci. Merci beaucoup, Paul Wells.